Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous vous proposons ce soir une édition riche en culture et en rendez-vous, à commencer par la programmation du diocèse de Monaco, avec plus de 70 dates à retenir. Pour en parler, notre invité sera l'archevêque de Monaco. Certains danseurs des ballets de Monte-Carlo effectuent leur rentrée en quelque sorte, dont un couple qui vient de rejoindre la compagnie. Nous vous les présenterons à travers un reportage. Ça sera l'occasion de nous retrouver avec notre deuxième invité, le directeur des ballets de Monte-Carlo. Jean-Christophe Maillot nous dévoilera la programmation hivernale de sa compagnie entre nouveautés et grands classiques. La présentation de la 26e journée européenne du patrimoine aura lieu à Monaco ce dimanche. Cette année, la femme sera particulièrement mise à l'honneur, un événement qui s'appellera d'ailleurs la première journée du matrimoine. Et pour finir, le directeur de l'Institut audiovisuel tentera de vous convaincre d'aller voir la projection du film Les Camarades ce jeudi au théâtre Princesse Grasse avec Marcello Mastroianni, Bernard Blier et Annie Girardot. Il s'agit du premier film projeté dans le cadre de la 18e saison de Tout l'art du cinéma. Voilà pour les titres. Mais avant cela, nous débutons avec vous, Julia Vial. Bonsoir. On a constaté cette semaine une baisse considérable du taux d'incidence de la Covid-19 en principauté. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. La Covid-19 ralentit et ce chiffre-là le démontre bien. Le taux d'incidence est désormais de 36,51 contre 109,52 la semaine dernière. Je vous rappelle ce que ce taux signifie. C'est en fait le nombre de personnes positives sur une base de 100 000 individus. Dans la même lignée, seulement 0,86% des tests PCR et antigéniques étaient positifs sur 3 964 prélèvements réalisés. À l'occasion de la journée mondiale Alzheimer, des moments de détente sont organisés à Monaco pour les personnes concernées. L'association monégasque sur la maladie d'Alzheimer a organisé des concerts pour les personnes souffrantes de cette maladie et qui sont accueillies dans l'unité Denis Ravera du CHPG. Les résidents ont ainsi pu profiter d'un après-midi musical dans la joie et la bonne humeur. En effet, dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, la musique permet de réduire l'anxiété, la confusion et l'agitation des patients. Elle a l'avantage bien souvent de faire ressurgir des souvenirs à travers le rythme qu'elle engendre. La Croix-Rouge lance sa nouvelle campagne, elle est digitale et s'appelle « Je suis Croix-Rouge ». Cette campagne a pour but de présenter les actions de la Croix-Rouge et d'inciter de nouveaux bénévoles ou mécènes à rejoindre l'association. Pour cela, chaque semaine avec le hashtag Je suis Croix-Rouge, vous pourrez découvrir sur les réseaux sociaux un portrait de bénévoles dans lequel ils parleront de leur engagement, de leur expérience sur le terrain et surtout de ce que ça signifie pour eux d'être bénévoles à la Croix-Rouge monégasque. Au-delà du partage d'expériences, l'association voulait aussi mettre en lumière ceux qui œuvrent quotidiennement pour le mouvement et sans qui rien ne serait possible. Merci Julien, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps de recevoir notre premier invité, Monseigneur David, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler de la programmation du diocèse chargé cette année, mais avant cela, j'aimerais que l'on revienne sur la visite du secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Parolin, en juillet dernier. C'était une visite importante pour le diocèse, j'imagine. Qu'est-ce que ça a apporté à la principauté ? Alors écoutez, oui, comme vous le dites, c'était une visite importante, un peu inédite, parce que c'était la première visite d'un cardinal secrétaire d'État du Vatican en principauté de Monaco. Alors l'événement, nous le connaissons, c'était le 40e anniversaire de la dernière convention qui lie le Saint-Siège à la principauté. Alors effectivement, au-delà de cette visite inédite et tout à fait exceptionnelle, c'était l'occasion pour nous de renforcer les liens qui unissent non seulement l'Église de Monaco, mais l'État de Monaco dans la spécificité qui est la sienne au Saint-Siège. Alors dans cet environnement, nous étions heureux de rencontrer le cardinal secrétaire d'État. C'était une visite officielle. Il y a donc une rencontre avec le prince, une audience avec le prince, avec le ministre d'État, une rencontre aussi avec les chrétiens du diocèse qui nous ont aidés à mieux mesurer ce qu'était notre identité et à la comprendre non seulement comme une fierté, comme un attachement, comme un élément constitutif de ce que nous sommes, mais aussi comme une mission et une responsabilité, en particulier pour l'Église de Monaco et les chrétiens qui la constituent. Autre actualité importante vous concernant, vous revenez du Vatican, c'était la semaine dernière. Qu'est-ce qui est sorti de votre entretien avec le pape ?
c'est d'abord un temps de pèlerinage, les visites ad limina apostolorum que les évêques doivent effectuer au minimum tous les 5 ans. Et là, ça faisait déjà un peu plus longtemps. Les dernières dataient de 2012. Un temps de prière, de rencontre fraternelle avec les évêques, d'échange avec les collaborateurs du Saint-Père dans ce qu'on appelle les différents dicastères qui constituent le gouvernement, entre guillemets, du Saint-Père dans tous les domaines. Et puis, bien sûr, comme vous le rappeliez, ce couronnement de la semaine à Rome avec le Saint-Père qui nous a accordé plus de 2 heures d'entretien, presque à bâton rompu, sans texte prédéfini, dans un climat très fraternel, très, très amical. Et effectivement, pour un évêque qui vit sa mission comme reçu du Saint-Père en communion avec ses autres frères évêques, ces événements ont été absolument fondateurs et même, on pourrait dire, enthousiasmants et stimulants pour poursuivre la mission, ici, bien sûr, à Monaco. On parle à présent de la programmation de cette saison. Si on devait la résumer, elle est riche, variée, avec une grande ouverture, c'est bien ça ? Le lancement de cette année, de cette nouvelle année pastorale pour le diocèse de Monaco, commencera par une conférence d'un père dominicain, le père Serge Thomas Bonino, qui s'interrogera avec nous sur la question suivante: est-il raisonnable de croire ? Et cette question de l'articulation entre la foi et l'intelligence, entre la foi et la culture, entre la foi et les questions d'aujourd'hui, guide les choix qui sont faits tant dans le domaine de la culture que de la formation, que même des différentes propositions que nos paroisses et nos communautés chrétiennes auront la joie de présenter et de proposer tout au long de cette année. Et parmi les thématiques abordées cette année, il y aura un débat avec le thème « Peut-on parler de tout ?» Je vous pose la question, Monseigneur David, peut-on parler de tout au diocèse de Monaco ? Alors, nous posons la question pour une de ces rencontres débats. Donc, bien sûr, j'invite tous ceux qui le souhaiteraient à nous rejoindre à cette occasion. C'est vrai que cette question nous est beaucoup posée dans une société où tout peut se dire, tout peut se transmettre, mais tout n'a pas la même résonance. Alors moi, je poserais peut-être la question, je suis désolé de répondre à votre question par une autre question. La question est-elle, peut-on parler de tout ou comment parler de tout ? Ou à qui nous adressons-nous quand nous parlons ? Et de quelle manière voulons-nous que le message ou l'information que nous voulons donner soit accueilli, accepté, intégré à un niveau peut-être plus profond que le simple niveau de réaction épidermique. Donc la question, oui, l'Église n'a peur de rien. Et l'Église est apte à entendre, et elle a déjà entendu beaucoup de choses. À noter cette année, il y a un catéchèse pour les personnes qui ont un handicap mental. C'est important à vos yeux ? Alors, ce n'est pas propre à cette année, hein, c'est une réalité qui existe déjà depuis plusieurs années, mais que nous souhaitons prolonger. Et il est vrai que l'Église en général, et c'est aussi notre préoccupation à Monaco, doit toujours garder, comme on pourrait dire, comme la prunelle de ses yeux, l'attention aux personnes avec des besoins particuliers, aux personnes vulnérables, aux personnes handicapées. Moi-même, j'ai eu l'occasion de mieux connaître l'année dernière cette réalité de la pastorale pour ceux qui ont des besoins particuliers, et j'ai été profondément bouleversé et touché de voir l'attention que nous pouvons avoir pour leur donner tout ce qu'ils peuvent recevoir. Ils peuvent recevoir beaucoup, mais ils peuvent tellement nous donner toutes ces paroles et ces gestes et parfois ces silences, et en tout cas cette présence parfois gratuite et parfois aussi silencieuse est un trésor. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la programmation de la saison, parce que l'on n'a pas le temps de tout évoquer dans le détail, hein, il y a plus de 70 rendez-vous tout au long de cette année, eh bien, vous pouvez aller sur le site du diocèse de Monaco. Monseigneur David, merci, et surtout, joyeux anniversaire, parce que c'est aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on ne peut rien vous cacher. Je vous remercie. Merci de votre attention. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Il y aura de nombreux rendez-vous donc culturels au sein du diocèse. On reste dans cette thématique. Les ballets de Monte-Carlo ont effectué leur rentrée. Pas de trousses et de cartables, mais plutôt des pointes. Frédéric Hélion et Sylvain Péromal ont suivi un couple de danseurs qui vient de rejoindre la compagnie. Reportage. Quoi de mieux que de partager sa passion en couple? Laura et Jérôme Tisserand ont en commun l'amour de la danse. Elle est américaine et a commencé la danse à seulement 2 ans, avant de partir à 15 ans à New York à la School of American Ballet.
Lui est français et a fait ses débuts à 12 ans à l'Opéra de Paris, avant de passer par Lyon, puis les États-Unis, dans la même école que Laura. Tous les deux font partie des 4 nouvelles recrues qui viennent d'intégrer la compagnie des ballets de Monte-Carlo. It's such an honor to be a part of this company now. We've admired Ballet de Monte Carlo for so long. We worked a little bit with Jean-Christophe and Bernice in Seattle at our previous company, Pacific Northwest Ballet, and it's just a dream come true to be able to do his style all the time. On n'a pas beaucoup dansé l'année dernière. Et là, c'est vrai que ça fait du bien de reprendre tous ensemble. À Seattle, on était dans des petits groupes et on portait les masques sans arrêt. Alors que là, c'est vrai qu'on est en groupe et on danse tous ensemble, c'est vraiment un sentiment de collectivité. On commence toujours avec le cours d'entraînement le matin pour s'échauffer, pour réchauffer le corps. Et après, on enchaîne avec les répétitions, donc on prépare le spectacle qui arrive, la tournée prochaine. Comme chaque année, la compagnie des ballets de Monte-Carlo est composée de près d'une 50aine de danseurs, représentant plus de 20 nationalités différentes. Laura et Jérôme ont de nouveaux rôles à apprendre, car ils viennent de rejoindre la compagnie. Ils préparent déjà par exemple Casse-Noisette, un spectacle qui aura lieu au Grimaldi Forum pendant les fêtes de fin d'année. Mais avant les fêtes de fin d'année, il y aura d'autres représentations. Jean-Christophe Maillot, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes là pour parler de la saison d'hiver des ballets de Monte-Carlo, une saison riche en spectacles, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je crois qu'on retrouve presque un fonctionnement normal, en tout cas avec beaucoup d'appétit et beaucoup d'envie. Donc je pense que ça va être riche, oui. Qu'est-ce qu'elle représente cette saison hivernale pour vous ? Écoutez, pour vous dire la vérité, on sort d'un espèce de coma quand même un peu particulier. Donc on essaye de remettre vraiment tout en marche avec la conviction quand même qu'on a déjà eu de la chance de pouvoir faire à peu près tout ce qu'on a fait la saison dernière. Mais c'est vraiment je veux le prendre comme un nouveau départ. En tout cas, moi, je le ressens vraiment comme ça. Il y a un regain d'énergie. Un regain d'envie aussi, comme toujours peut-être parce qu'on a failli nous enlever ce qu'on avait de plus précieux et du coup, maintenant qu'on le retrouve, on a envie de vraiment en profiter parce qu'on sait ce que c'est que de ne plus l'avoir. Voilà. Il y aura donc 3 principales périodes, une fin octobre, une sur le mois de décembre, le Monaco Dance Forum, et une fin décembre, début janvier avec Casse-Noisette Compagnie. Parlons du mois d'octobre avec Roméo et Juliette, interprétés notamment par de nouveaux danseurs de la compagnie, In Memoriam de Sidi Larbi-Cherkaoui et Back on Track 61, votre nouvelle création. Absolument. Alors le Roméo, je pense que c'est acquis maintenant pour le public qu'on peut se permettre de représenter des spectacles que les gens connaissent déjà. C'est la particularité du spectacle vivant, au même titre que les gens vont souvent voir un opéra une quinzaine de fois dans leur vie. On peut faire la même chose avec un ballet. Et surtout là, quand on s'attache à la qualité des danseurs, de découvrir une distribution complètement nouvelle, avec beaucoup de jeunes à qui on donne justement une chance de rebondir après ces 2 saisons un peu mortes pour eux. Et c'est très excitant à la fois pour moi, parce que ça fait vivre le ballet après plus de 20 ans d'existence, et pour le public, je crois que ça leur fait vivre l'histoire d'une manière aussi différente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Ensuite, on va reprendre le In Memoriam de Larbi-Cherkaoui, parce que c'est quelque chose qu'on avait au mois de juillet. Pas mal de gens étaient peut-être partis, et je sais que c'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès auprès du public. C'est un spectacle majeur de Sidi Larbi-Cherkaoui, parce que c'est la première création qu'il faisait de sa vie dans une compagnie autre que la sienne, à l'époque, en 2002. Donc c'est un vrai retour aux sources. Et puis, Back on Track 61, je devais faire un opus 60, comme j'avais fait un opus 40 et un opus 50, qui, je ne vous cache pas, marque de manière très claire mon âge avancé. Oui, puisque vous venez d'avoir 61 ans, là. Je viens d'avoir 61 ans. Donc, opus 60, je n'ai pas pu le faire. Donc, c'est Back on Track, c'est-à-dire qu'on va remettre les machines en route. On va refaire fonctionner le désir et le plaisir, parce que j'avais un appétit très grand pour chorégraphier. J'étais extrêmement frustré de ne pas pouvoir le faire. J'ai tout fait pour me remettre bien en état moi-même pour être prêt à affronter cette situation. Back 61 parce que effectivement c'est 61 maintenant, il faut faire face à la situation. Il y aura une très grosse surprise dans ce spectacle, mais je ne vous en parle pas vraiment. Je vous invite tous à venir le voir parce que vous risquez de redécouvrir quelque chose à l'occasion de ce Back on Track 61, en tout cas 2 personnes que vous n'avez peut-être pas vues danser depuis longtemps, que vous serez content de revoir sur scène. 61, il va y avoir un côté nostalgique ou au contraire plein d'énergie ? Comment vous vivez vos 61 ans ? Je pense que plus on vieillit, plus on s'aperçoit qu'on a moins de temps, donc moins on a de temps, plus il faut en profiter avec une grande énergie. Donc je vais chorégraphier ce concerto en sol de Ravel que je rêve de chorégraphier depuis plus de 45 ans.
C'est une œuvre majeure parce qu'elle m'a permis de découvrir la musique auprès de mon père qui me la faisait écouter, qui m'a appris à écouter la musique au travers de cette œuvre qui est ce concerto de Ravel pour piano. Et je m'amuse parce que j'ai choisi la version de Martha Argerich qui est justement vient le jouer, je crois, à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au mois de janvier. Donc il y a une espèce d'alignement des planètes et je pense qu'on va être un peu dans la nostalgie à un certain moment, mais surtout dans l'envie de continuer à vivre et de continuer à être dynamique et généreuse sur le futur. Et en ce qui concerne donc décembre, il y a le Monaco Dance Forum avec des compagnies invitées. Quelle sera la couleur de ce Monaco Dance Forum ? Il y a un spectacle par exemple de Maurice Béjart sur leur exquise au travers de l'œuvre de Beckett, fait avec Alexandra Ferri qui est une danseuse, très grande danseuse étoile italienne qui a un certain âge aujourd'hui et qui revient sur scène pour présenter cette œuvre et qui montre bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont possibles qui n'étaient pas possibles il y a encore quelques années. Cette place qu'on peut laisser à des gens qui sont plus mûrs, plus âgés et qui peuvent offrir une forme de richesse dans leur expérience sur scène. Il y aura une compagnie hollandaise à laquelle je tiens beaucoup parce que ça fait partie de ces fameuses petites compagnies qui ont failli disparaître pendant la crise. Il y aura aussi un spectacle assez intéressant avec la Camerata de Genève, qui est un orchestre qui danse, un réel orchestre qui danse avec un danseur au milieu d'eux. Et on va voir pour la première fois les musiciens vraiment sortir de leur siège et être en mouvement chorégraphique de manière assez extraordinaire sur ce spectacle. Voilà. Et enfin, pour les fêtes de fin d'année, c'est le retour de Casse-Noisette Compagnie. Pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir voulu présenter à nouveau ce ballet ? Je pense que c'est vraiment une représentation en plus de tous mes ballets. Il y a une espèce de synthèse qui fait qu'on va pouvoir finir cette saison pour vraiment penser à partir de 2022 à une nouvelle vie en fait, un nouveau départ. Voilà, c'est une conclusion sur quelque chose. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette saison hivernale du mois d'octobre jusqu'à début janvier. Il y en aura pour tous les goûts. Jean-Christophe Maillot, merci. Je vous en prie. On ne referme toujours pas cette page culture. Une manifestation importante vous attend un peu partout dans Monaco ce dimanche. 40 sites au programme pour cette 26e journée européenne du patrimoine. Des institutions que le public a pour habitude de découvrir lors de cette journée, ainsi que d'autres sites présents pour la première fois compte tenu du thème à l'honneur de cette année. Françoise Gamerninger, le directeur des affaires culturelles, nous dévoile les enjeux de cette journée du 26 septembre. Étant donné le thème du Conseil de l'Europe qui était patrimoine tous compris, bien évidemment, nous avons choisi cette première journée du matrimoine et la mise en valeur des femmes. Dans ce lieu même, la veille, seront inaugurés 3 lieux importants avec la mise à l'honneur de 3 femmes qui ont été très importantes pour la principauté, à savoir la première femme maire de Monaco, Anne-Marie Campora. Ensuite, toute la promenade sera donc inaugurée avec le nom de la princesse Louise Hippolyte de Monaco. Et enfin, près de la fontaine L'Artigue, lorsqu'elle sera bien sûr repositionnée, nous aurons la place Joséphine Baker qui prend un rôle encore plus important dans l'histoire de la principauté. Des lieux inaugurés au Larvoto à l'initiative de la mairie de Monaco le samedi 25 septembre et nous y serons. Nous vous retrouvons, Julia, pour le reste de l'actualité sportive cette fois. Victoire logique de la Roca Team portée par Mike James. La Roca Team clôture sa préparation en Allemagne avec un succès 95-82 contre Hambourg. Ce match a effectivement été marqué par la grande prestation de la nouvelle recrue Mike James. Il a inscrit, Fabien, pas moins de 22 points à lui tout seul dans cette rencontre. Le bilan des matchs amicaux de la Roca Team est très positif et promet déjà une belle entrée en lice dans le championnat d'Euroleague. Demain, l'AS Monaco FC se mesurera au vert de l'AS Saint-Etienne à l'occasion de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Retour du championnat pour l'AS Monaco au Stade Louis II. Les Rouges et Blancs affronteront en effet Saint-Etienne ce mercredi 22 septembre à 19h. En début d'après-midi, la traditionnelle conférence de presse d'avant-match a eu lieu en présence de l'entraîneur Niko Kovac. Voilà ce qu'il fallait retenir. Yeah, last season we had 2 matches against Saint-Etienne. Okay, the first one was
A little bit difficult at home, but we played draw. Good character of the team. The second one was fantastic. At the moment, a little bit difficult to analyze Saint-Etienne because they played some different shapes in 6 games. I think they changed 3-4 times in our direction, in our way, in our style, aggressively. Then I think we can beat them tomorrow. So if not, then every game in Ligue 1 is difficult, and everybody tries to win the points. And also, I expect tomorrow Saint-Etienne very tough, very organized, very strong, and defending very well. Attention, je vous rappelle que pour ce match contre la SSE, vous pourrez accéder au stade Louis II que sur présentation d'un pass sanitaire européen valide ainsi que d'une pièce d'identité. En raison des contrôles liés à la situation sanitaire, nous vous conseillons également de venir bien en avance au stade afin de ne pas louper le début de la rencontre. Lundi avait lieu le tout premier Monaco Smart and Sustainable Marina. Ce rendez-vous a pour vocation de mettre en relation tous les acteurs de l'écosystème des marinas. Les mettre en relation, c'est vrai, mais surtout mettre l'innovation au service du développement des ports de plaisance pour les rendre, Fabien, plus éco-responsables. 55 startups se sont ainsi présentées au Yacht Club de Monaco à l'occasion d'un grand oral leur permettant d'exposer leurs idées novatrices. Tous les plus grands professionnels du secteur ont ici pu échanger autour de tables rondes en imaginant les énergies de demain. Cette journée soutenue par la Fondation Prince Albert II a montré que le monde du yachting désire rendre son activité plus green. Un autre événement a eu lieu hier au Yacht Club, Julien, en présence du Prince Albert II. Dimitri Ribolovlev a remis son trophée au président du Yacht Club, le Prince Albert II de Monaco. Souvenez-vous, c'était en août dernier, le président de l'AS Monaco remportait la 49e Rolex Fastnet Race à bord de son super yacht à voile. Ce bateau, le plus rapide et le plus grand au monde dans sa catégorie, a franchi la ligne d'arrivée de la traversée de la Manche après 2 jours, 8h33 minutes et 55 secondes de course. Le Scorpios représentait le Yacht Club de Monaco, son port d'attache à l'occasion de cette compétition. Merci Julien. Un petit peu de cinéma avant de se quitter avec la reprise des projections dès ce jeudi pour l'Institut audiovisuel qui célébrera sa 18e saison de tout l'art du cinéma. Nous nous retrouvons avec Vincent Vatrican qui va nous parler du thème principal de cette saison et de la projection du film de 1963 en noir et blanc, Les Camarades. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. C'est parti pour une nouvelle saison de l'Institut audiovisuel, une 18e saison déjà. Le temps passe vite. Ça va vite. Ça va vite. Écoutez, on est très fiers de cette nouvelle saison. On l'a bien peaufinée. Beaucoup de rendez-vous, des surprises. Avec des thématiques particulières? Alors la thématique de cette année, à la croisée de la science et de la nature. Pourquoi ce thème? Alors l'optique, puisque 2022 c'est l'année de commémoration de la disparition du prince Albert Ier, j'ai eu l'ambition d'essayer de proposer une programmation qui soit en résonance avec la vie et l'œuvre du prince Albert Ier. Même s'il n'a pas connu le cinéma parlant, les idées et l'époque qu'il a traversée lui a survécu, et ses idées, ses engagements, ses convictions ont parcouru tout le XXe siècle, et on essaye par certains films toujours pris dans différentes cinématographies, différentes périodes du XXe siècle, on essaye d'illustrer cette mémoire. Et on débute avec Les Camarades. C'est un film de 1963 en noir et blanc réalisé par Mario Monicelli. Monicelli, un film italien, qui est une coproduction franco-italienne. Les années 60, c'est la grande époque des coproductions, puisque Marcello Mastroianni en tête d'affiche, mais aussi Bernard Blier ou François Perrier ou Annie Girardot. Alors c'est un film assez rare, déjà rare par le sujet, puisque c'est un film qui traite de la première grande grève en Italie, dans une usine textile à Turin. Et effectivement, le XXe siècle, c'est aussi
l'époque des grands mouvements sociaux. C'est militantiste? Pas du tout. Pas du tout. C'est que le parti pris est justement l'entre-deux entre la fresque et le film très réaliste. Et c'est un film qui n'est pas trop ambitieux par rapport à ce poids écrasant du sujet, et on est plutôt dans la notation très précise, très juste, et c'est ce qui me plaît dans le film. C'est pas un film exagéré, on est dans la peinture sociale, et c'est extrêmement réussi. C'est une photo de l'époque? C'est une photo, et quand même avec des accents décalés, des réflexions humoristiques, mais qui servent vraiment le propos. Allez voir donc Les Camarades ce jeudi au Théâtre Princesse Grace. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. Sì, insomma, devi guardare l'orario perché 14 ore sono troppo. Caro te, le disgrazie sono disgrazie. Amici, facciamo lo sciopero! È bastardo chi si tira indietro! Intanto che i vostri padroni si renderanno conto di avere a che fare con degli uomini! Les Camarades ce jeudi au Théâtre Princesse Grace à 20h. Quelles sont les prévisions météorologiques pour demain, Julia ? Nous resterons, Fabien, dans la même lignée que ces derniers jours, avec un immense soleil sur le rocher. Quel plaisir en plein mois de septembre de voir l'été continuer. Les températures seront comprises entre 17 et 24 degrés. De quoi bien profiter du début du yacht show sur le port Hercule. Demain, ça sera la Saint-Maurice. Bonne fête à eux. Le 22 septembre, la Saint-Maurice, ce sera également le premier jour d'automne. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Mais avant cela, les clichés du jour de Michael Alesi. Vous ne pouvez pas la manquer si vous vous baladez du côté du port Hercule. L'armada de yachts qui est en train de prendre place, sans oublier les stands tout autour du port à l'occasion du Monaco Yacht Show. Nous aurons d'ailleurs en invité demain la directrice générale de la manifestation qui fait son grand retour. On se retrouve mercredi 19h. À très bientôt. Au revoir.